Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Oriane. De la Voix du Nord, Julien Lécuyer. On commence par la crise sanitaire, Jean-Baptiste Lemoyne, et le confinement à Dunkerque est donc prolongé pour 3 week-ends supplémentaires alors qu'il n'est pas envisagé en Ile-de-France, a dit Jérôme Salomon, bien que la situation sanitaire soit aussi tendue en Ile-de-France. Où est la logique du gouvernement ? Non, mais vous savez, ce sont des approches très territoriales et on met en place en Ile-de-France d'autres types de mesures. Effectivement, il y a une tension hospitalière importante, mais il y a un fonctionnement qui se fait aussi en harmonie avec les systèmes hospitaliers dans l'ouest de la France, avec justement transfert de certains patients. Encore une fois, ce qu'on voit, c'est que le couvre-feu, eh bien, il faut le respecter naturellement. Il faut tout respecter. Et les Français, je veux rendre hommage parce qu'ils font leurs meilleurs efforts. On leur a demandé de tenir encore 4 à 6 semaines. Bon, on va jusqu'à la mi-avril, parce qu'à la mi-avril, c'est vrai qu'il y a cet objectif des 10 millions de vaccinés. Et à ce moment-là, je crois que bien, on peut envisager la vie différemment. Parce que on le voit, les plus fragiles, les plus ce sont des contraintes économiques. C'est l'économie qui pousse le gouvernement à ne pas reconfiner l'Île-de-France plus que le sanitaire ? Non, vous savez, il n'y a pas l'économie devant tout. Il y a avant tout la protection des vies. Encore une fois, je crois que on fait tous le maximum, tout le monde se retrousse les manches. Regardez le coup d'accélérateur à la vaccination partout sur le territoire, en Ile-de-France comme ailleurs. Des doses supplémentaires ont été envoyées également dans le Pas-de-Calais, naturellement, la semaine dernière, pour faire face à la situation. Donc c'est un ensemble d'instruments, d'outils, une palette sur laquelle on agit pour avoir les meilleurs résultats. Voilà, il faut encore tenir quelques temps, mais... Tenir quelques temps, Monsieur le Ministre, c'est vrai que vous parlez, le Président de la République a parlé de 4 à 6 semaines. Beaucoup de scientifiques sont très dubitatifs sur cet optimisme et qui repose aussi sur la vaccination. Est-ce que vous êtes certain que le gouvernement pourra tenir le rythme de vaccination qu'il s'est imposé ? Ah mais bien sûr, je veux dire, on a, vous savez, établi un planning par rapport aux livraisons de doses, etc. Et puis ce qu'on voit, c'est que surtout, notre stratégie, qui est basée sur d'abord les plus âgés, les plus fragiles, elle fonctionne. Regardez les courbes épidémiques sur les plus de 80 ans qui ont été en priorité vaccinés. Eh bien, on est sur une décroissance des hospitalisations, de la présence en réanimation, etc. Moins de clusters dans les EHPAD. Donc tout ça, justement, produit des effets. Et puis, au fur et à mesure, on élargit les publics cibles. C'est pour ça qu'à un moment, on évoquait la mi-avril comme étant un peu un moment pivot où on allait pouvoir, eh bien, travailler aussi un certain nombre de réouvertures d'activités. En tous les cas, le président de la République, le Premier ministre, nous ont demandé d'y travailler. Donc moi, la semaine prochaine, je réunirai d'ailleurs au cours de 3 réunions avec mon collègue Alain Griset, notamment Elisabeth Borne, les acteurs de l'hôtellerie de la restauration, de l'événementiel, etc., pour travailler à ces conditions de reprise, ces modalités de reprise. Il faut aussi se projeter. À quoi vous pensez justement pour imaginer une réouverture progressive ? Alors, une réouverture progressive, ça peut se faire déjà en identifiant les lieux par catégorie. Il y a des lieux dans lesquels on sait que la capacité de diffusion du virus est moindre, tout ce qui est naturellement en plein air. Il y en a pour lesquels ça sera un peu plus fort, tout ce qui est intérieur. Donc, il faut aussi travailler au regard de cela. Et puis, les professionnels sont très engagés avec des protocoles sanitaires très sérieux, très rigoureux. Il y a aussi tout ce travail qui se fait avec Cédrico, le secrétaire d'État numérique, pour enrichir tous anti-Covid, faire en sorte qu'il y ait une traçabilité qui soit encore plus améliorée, notamment par exemple dans le secteur de la restauration. Vous vous souvenez, lors des premiers déconfinements, les restaurateurs tenaient des cahiers dans lesquels les gens mettaient leurs coordonnées. Que Cédrico, le ministre du numérique, parle on évoque le pass sanitaire avec un QR code. Est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer comment ça pourrait fonctionner si j'arrive au restaurant, j'ai mon application, qu'est-ce que je fais ? J'ai mon application, je flash le QR code du restaurateur, donc on sait, grâce à cela, quand je suis rentré, quand je suis sorti, et si une personne, à un moment, se déclare positive,
elle active, elle se met sur rouge, pof, et puis les gens qui étaient au même endroit au même moment se voient recevoir une alerte. Ça permet derrière de mieux tracer, d'inciter les gens à aller se dépister parce qu'ils étaient là au même endroit au même moment, et puis ainsi de remonter les chaînes, de lutter contre le virus, tout en reprenant une vie plus normale, parce que c'est vrai, je pense que ça pèse sur tout le monde, ça pèse sur le moral des Français. Je dois dire d'ailleurs que si on regarde les vacances de février, il y a eu globalement quand même un certain nombre de départs, et je crois que c'est parce que les Français avaient besoin aussi de s'oxygéner, de changer d'air. Est-ce que ça veut dire que le QR code il sera obligatoire pour aller au restaurant quand les restaurants vont ouvrir? Le QR code sera obligatoire en termes d'affichage, et à ce moment-là, ça permet, et on demandera aux gens de le scanner, et pour ceux qui ne sont pas outillés de matériel, eh bien, on aura vraisemblablement... Mais ça veut dire que vous ne pourrez pas rentrer dans le restaurant si vous refusez soit le QR code, soit de vous noter dans le carnet? Écoutez, tout ça, on va continuer à y travailler, et avec Cédrico, avec les professionnels. Mais il y a un moment, la responsabilité, c'est aussi de ne pas être dans une démarche égoïste. On est chacun responsable aussi de la santé des autres. Hein. On est dans ce moment où, il faut être solidaire, unis, et chacun détient une parcelle de la capacité à reprendre. Est-ce que ce pass sanitaire aussi, il ne faudra pas rassurer les gens, parce que concrètement, j'ai pas envie que le restaurateur connaisse si j'ai subi un test PCR, si j'ai, ou avec qui vous allez au restaurant. Voilà aussi, mais il y a quand même une protection des données qui est à apporter. Mais vous savez, d'ailleurs, la France, depuis le début, au niveau européen, parce que ce sont des débats que nous avons aussi au niveau européen. La semaine dernière, j'étais avec mes collègues ministres du Tourisme au niveau européen. La France est le pays qui a justement toujours dit avec force qu'il y avait un certain nombre de sujets éthiques, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on se refuse à parler de passeport vaccinal, c'est-à-dire de conditionner le fait d'accéder à certaines activités ou le fait de voyager à l'étranger à l'obligation vaccinale, parce que... Juste, on va revenir sur ce passeport vaccinal, mais juste sur le QR code, c'est valable que pour les restaurants, vous y travaillez aussi pour d'autres lieux touristiques, les musées... Les remontées mécaniques dans les stations. Roselyne Bachelot, il travaille aussi dans le monde de la culture, mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans ce processus, je parle d'un processus où on vient de rentrer, puisque chacun, dans nos secteurs, on va réunir les publics avec lesquels on travaille, je dirais, la semaine prochaine. Mais ça veut dire que vous envisagez des réouvertures mi-avril, si vous réunissez la semaine prochaine, c'est pour travailler à des réouvertures dès la mi-avril ? Je ne vais pas vous donner de bornes exactes, puisque là aussi, ça fait partie des sujets qui vont être mis au débat, à la concertation. Comment les acteurs, eux, voient-ils les dates de reprise? Il y aura sûrement différentes phases. Souvenez-vous, on avait commencé par ce qui était en plein air il y a un an. Excusez-moi, monsieur Lemoine, mais j'imagine que les professionnels, ils vont vous demander quand même plus ou moins une date. Est-ce que, par exemple, pour les vacances de Pâques, on se fixe cette date pour essayer d'avoir des protocoles dans chaque secteur? Ce qui est sûr, c'est que justement, les professionnels, et le Premier ministre réunissait le secteur hôtellerie-restauration, j'étais à ses côtés vendredi dernier, nous a dit on a besoin d'un délai de prévenance de 2 à 3 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces travaux maintenant, pour pouvoir donner de la visibilité, vous le voyez, d'ici la fin du mois de mars, en vue de se préparer. Ça veut dire que votre objectif, ce sont les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques, elles commencent tout début avril, donc c'est pour ça qu'il faut regarder. Vous ne dites pas encore aux Français ce matin, réservez vos vacances de Pâques, il y aura des allègements. Vous leur dites regardez, au mois de février, les Français ont pu partir en vacances. Donc, a fortiori, j'espère que la situation à Pâques sera encore meilleure que celle que nous avons connue. Vous savez, même si un certain nombre de lieux demeurent fermés, et on fait tout pour que ça soit le plus temporaire possible, les Français, ils ont besoin de s'oxygéner, ils ont besoin de prendre un bol d'air, et donc, naturellement, il y a cette capacité à se déplacer. Il n'y a pas de limitation dans les déplacements nationaux. Est-ce que vous envisagez d'expérimenter d'ores et déjà des réouvertures dans les départements où le virus circule moins, dans l'ouest de la France? Est-ce qu'au mois de mars, vous pourriez expérimenter dans certains départements des réouvertures de lieux? Alors, la notion d'expérimentation, elle renvoie plutôt à autre chose. Je pense que si on parle d'ouverture, il faut plutôt parler sur l'ensemble du territoire national. En revanche, les expérimentations, elles ont du sens sur des secteurs qui ont été longtemps fermés, pour lesquels il y a besoin de mettre en place des protocoles, et les acteurs y ont travaillé. Regardez, dans le monde de la culture, des festivals, des concerts, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Dans le monde de l'événementiel, c'est pareil, et j'ai eu des propositions qui m'ont été faites par les professionnels pour pouvoir expérimenter
tel congrès, par exemple un congrès professionnel, une foire, etc. Tout ça, là, ça mérite des expérimentations, effectivement, pour avoir, mais, y compris avec les autorités sanitaires qui peuvent vérifier quel est l'impact de la tenue de l'événement en termes épidémiologiques. Dans le domaine du tourisme, justement, au-delà des congrès, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être expérimentées? C'est une part très importante, parce que le tourisme d'affaires, c'est précisément ce qui manque à Paris et à l'Île-de-France depuis un an. C'est un moteur puissant, et c'est ce qui explique aussi que, en matière de tourisme, il y a des régions qui ont connu des bons résultats lors de la saison d'été dernier, qui ont connu de bons résultats, y compris en février. Tout le littoral atlantique a eu de très belles réservations, de Biarritz à la Bretagne et puis après à la Normandie. Mais pour autant, il y a des territoires pour lesquels ça a été très dur. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour les hôteliers, les restaurateurs parisiens, parce qu'eux ont été privés d'une clientèle internationale qui vient par ces salons, par ces congrès. Et c'est pour ça que, vous voyez, c'est une grosse... Et c'est pour ça aussi que Valérie Pécresse dit qu'il faut travailler à un carnet sanitaire. Et elle n'exclut pas la question de la vaccination. Est-ce que vous travaillez avec elle sur ce sujet? Comment faire revenir les touristes étrangers? Comment faire revenir la clientèle d'affaires en Île-de-France? En matière de tourisme, on travaille main dans la main avec les territoires, avec les régions. Atout France, qui est le bras armé en matière de promotion touristique de la France, nous travaillons aussi pour des campagnes de promotion ensemble avec les régions, avec les territoires. J'étais moi-même la semaine dernière en déplacement virtuel, hélas, mais auprès des professionnels du tourisme de la région Centre-Val de Loire, cette région avec tout ce patrimoine fantastique, ces châteaux de la Loire, le zoo de Beauval, etc. Et donc, oui, ce travail, il se fait avec les régions. Et sur la question du vaccin, pour le moment, vous dites le passeport vaccinal, c'est pas d'actualité parce qu'on peut pas se faire vacciner. Mais est-ce que d'ici les vacances d'été... On se fait vacciner. Ça monte en puissance. Ne peut pas se faire vacciner. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pose aussi une question... Est-ce que d'ici les vacances d'été, pour faire revenir les touristes et les touristes étrangers, il faudra poser la question de ce passeport vaccinal? Est-ce que là-dessus, vous allez travailler? Alors, je peux vous dire, les réflexions qu'on a eues avec les collègues ministres du Tourisme dans l'Union européenne, c'est plutôt de se dire, finalement, qu'est-ce qui garantit qu'une personne... voyage dans de bonnes conditions sanitaires et n'est pas en position de contaminer ou de transmettre le virus. Ça peut être éventuellement le vaccin. Je dis éventuellement parce que les études scientifiques sont en train d'arriver sur quel est le lien entre la vaccination et la non-transmission du virus. Il y a une étude écossaise là, qui est arrivée il y a quelques jours qui semble aller dans ce sens, mais il y a besoin d'étayer une vérité scientifique de ce point de vue-là. Mais ce qui reste l'élément le plus sûr, c'est la production d'un test PCR négatif. Et c'est pourquoi il n'y a pas besoin d'instaurer un passeport vaccinal. En fait, il peut y avoir une application, quelque chose un outil qui facilite les mobilités, qui permet de s'assurer que soit vous êtes vacciné, soit vous avez votre test PCR négatif, éventuellement l'historique des tests PCR, si ça, voilà. Et ainsi, ça permet de remettre de la fluidité dans les déplacements. Aussi, je parle d'applications numériques parce que pour l'instant, les tests PCR souvent sur du papier. Il peut y avoir aussi de la fraude documentaire. Il y a eu des démantèlements de certaines filières. Et donc, c'est pour ça que ça met de la sécurité sanitaire dans l'ensemble de la chaîne. Et en fait, vous souhaitez aligner le passeport vaccinal avec le pass sanitaire, ce qui regroupe deux réalités différentes. On est bien d'accord, mais avec l'idée d'associer dans le passeport vaccinal, au même titre que dans le pass sanitaire, vaccination ou test PCR. Mais le terme de passeport vaccinal, moi je l'aime pas. Je vous le dis parce que la notion de passeport, ça laisse entendre que vous pouvez ou ne pouvez pas voyager. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut plus évoquer effectivement un carnet vaccinal, une application numérique, etc. À l'échelle de l'Union européenne. De toute façon, beaucoup sont en train d'y réfléchir, pas que dans l'Union européenne, partout dans le monde. Donc à un moment d'ailleurs, il faudra travailler à une interopérabilité. Je précise d'ailleurs que certaines compagnies aériennes ont d'ores et déjà mis en place des pilotes. Par exemple, Air France expérimente sur les Antilles un dispositif travaillé avec International SOS afin de justement dématérialiser la production de ce test PCR. Donc ça montre que je crois que les techniciens sont au travail et à un moment il faudra arriver à rendre tout ça interopérable, naturellement, qu'il n'y ait pas 36 000 applications. On va parler de la montagne. Avant de laisser la parole à Julien sur ce sujet, vous nous avez dit les vacances de février, ça a bien marché du côté de la côte atlantique, du côté de la Normandie. En montagne, vous avez des chiffres? Alors en montagne, oui bien sûr. La situation est différenciée selon les massifs, selon qu'on est en basse, moyenne ou haute altitude. Globalement, ça
pas mal fonctionné dans des massifs comme le Jura, les Vosges, les Pyrénées, mais en revanche dans les Alpes, c'est vrai qu'une destination comme Savoie-Mont-Blanc par exemple a été particulièrement touchée, impactée. Les stations de haute altitude, on voit ce différentiel. Les Pyrénées par exemple ont perdu 40% à peu près de leur fréquentation. Dans les Alpes, c'est monté plutôt à 50-55%. Donc on voit bien que l'impact est différencié. Maintenant, il y a aussi beaucoup de Français qui sont partis à la montagne et qui d'ailleurs ont pratiqué des activités qu'ils ne pratiquaient peut-être pas d'ordinaire, des activités nordiques qui ont connu un essor phénoménal, qui ont redécouvert la montagne différemment. Et j'espère que ça restera au sens où il y a une diversification des activités. Mais ce qui est sûr, c'est que on voit aussi que la montagne, sans la remontée mécanique et sans le ski alpin, c'est pas non plus tout à fait la montagne. Vous le pointez justement, Monsieur le Ministre, parce que les stations de haute montagne sont clairement calibrées pour le ski alpin, qui sert de locomotive à l'économie. Sans cela, ils sont perdus, ils sont défaits. C'est un article du Monde là qu'il notait encore ce matin. Est-ce que dans le plan d'investissement que vous comptez monter pour le secteur de la montagne, il n'y a pas cette obligation de revoir la stratégie globale de ces stations et de leur dire finalement, profitons de cette crise pour nous transformer? Alors, tout à fait, c'est toutes les bonnes questions qu'on va se poser d'ailleurs. Je suis demain à Chamonix avec Joël Giraud, le secrétaire d'État à la ruralité, pour lancer les travaux de concertation. Et Cédrico, je crois, non? Alors Cédrico, effectivement, nous rejoindra, puisqu'il y a une dimension, on va inaugurer un pylône aussi. Vous savez qu'on fait beaucoup pour que justement la 4G arrive partout sur le territoire. Et donc, je reviens au plan d'investissement montagne. On lance les travaux demain pendant 4 à 6 semaines. Le Premier ministre, justement, d'ici la fin avril, début mai, pourra présenter après les fruits de cette concertation. Et l'idée, vous avez raison, en fait, notre politique, elle est sur 2 pieds. Pied numéro 1, réparer. Réparer parce que le fait qu'il n'y ait pas de clientèle internationale, que les remontées mécaniques aient été fermées, ça veut dire qu'il y a besoin de soutien immédiat en trésorerie, en aide, et ça c'est le fonds de solidarité qu'on a adapté. On a fait en sorte par exemple que les commerces, y compris non seulement dans les stations mais dans les vallées, puissent être éligibles à ces dispositifs. On est en discussion avec Bruxelles, j'espère, parce que ça n'a que trop tardé, pour les régies de remontée mécanique, pour obtenir le feu vert définitif sur notre aide qui vise à compenser à 70% leur coût fixe. Donc, vous avez vu, ça, c'est le volet réparer. Et puis, il y a un deuxième pied, c'est préparer. Si on veut rester, de façon générale, numéro 1 en termes d'attractivité internationale, de tourisme, et puis, hélas, on était un peu descendu dans le podium en matière de tourisme de neige, puisque on s'est fait coiffer sur le poteau par les Autrichiens il y a déjà quelques années. On a besoin de repartir à l'offensive, effectivement, de penser à l'évolution du secteur. Et je le sais, j'étais au congrès de Domaine Skiable de France en octobre dernier. Eux-mêmes sont très engagés, réfléchissent à l'avenir. Enfin, le président Alex Molin est justement très dynamique avec ses troupes pour anticiper c'est quoi le tourisme de demain à la montagne. Et donc, ça va être l'objet de ces 4 à 6 semaines de travail. On va aller dans chacun des massifs pour y travailler avec les acteurs. Un petit mot sur les aides, parce que les plus touchés et les moins aidés sont les saisonniers. Seuls 30 000 d'entre eux, soit environ un quart des saisonniers de montagne, ont pu être embauchés et avoir accès donc au chômage partiel. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux très concrètement? Alors, les saisonniers, on a dit dès le début, au mois de décembre, Elisabeth Borne l'avait dit, ceux qui seront embauchés justement pourront bénéficier du chômage partiel. Et voilà, et c'est ils n'ont pas tous été embauchés. De sécurité important. C'est bien ça le problème. Et la question s'était déjà posée pour les saisonniers de l'été, notamment j'ai en tête la situation de Lourdes, et donc nous avons mis en place une sorte de filet de sécurité. Alors c'est vrai que c'est pas Byzance, mais ce filet de sécurité de 900 € pour tenir, parce que certains sinon se retrouvaient avec quasiment rien. Et donc ce dispositif, il est là pour répondre à ces situations. Ok, et à combien estimez-vous en fait aujourd'hui les aides qui ont déjà été apportées au secteur de la montagne? On a parlé du chiffre de 4 milliards. Alors ça c'était début février, on est aujourd'hui presque à la mi-mars, donc le compteur il a continué à tourner. Oui. Jean-Luc Bock, le président de la NMSM, évoquait un manque à gagner de 5 milliards. Eh bien, je pense que ce manque à gagner, il va être couvert en réalité, parce que depuis, les fonds vont continuer à être décaissés, bien sûr.
Dernière question, Julien, sur les couples binationaux. Oui, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui sont perturbées et bousculées par la crise sanitaire, et notamment celle des couples binationaux qui sont privés de se voir depuis 1 an. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire pour eux? Alors, ce qu'on a mis en place, c'était au mois d'août dernier, c'était une dérogation pour permettre de se retrouver lorsqu'on n'était ni marié, ni pacsé, et dès lors qu'on pouvait montrer que cette relation existait, qu'on avait ce partenaire de cœur dont on était séparés, eh bien, nos consulats ont délivré 2500 laissez-passer dérogatoires permettant à autant de couples de se retrouver. C'est 80% des dossiers qui ont été acceptés. Maintenant, vous Tout savez, est à l'arrêt. depuis le 29 janvier, nous vivons tous sous le régime des motifs impérieux qui limitent la mobilité internationale. Et c'est pas un motif impérieux? Et donc, le dispositif a été suspendu. Voilà, donc... S'agissant par exemple des Français établis hors de France, je travaille à l'assouplissement de ces motifs impérieux pour des raisons familiales, et naturellement j'ai toujours en tête la situation de ces couples pour lesquels je sais que c'est pas facile, et c'est pourquoi j'ai demandé à nos consulats de continuer à instruire les dossiers qu'ils recevaient pour que dès qu'on pourra lever un certain nombre de contraintes à la mobilité, il n'ait pas à attendre X semaines avant de pouvoir retrouver leur compagnon, leur ami. Mais quel horizon donc, vous leur donnez, excusez-moi, parce que là en fait vous nous dites quand, mais ça peut être quoi, dans 4 à 6 semaines, c'est plusieurs mois, c'est quoi? Écoutez, je ne veux pas créer de faux espoirs, faire de fausses promesses, donc je ne peux pas donner de date aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que on ne les oublie pas. On fait ce travail aussi concernant les Français établis hors de France, et j'espère qu'on pourra les inscrire aussi dans cette dynamique où progressivement on desserre les taux et on permet la reprise des mobilités internationales. Bon, vous nous dites qu'une fois que la reprise des mobilités sera là, il y aura pas de délai administratif, ça se fera rapidement. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'être venu nous voir ce matin. Merci Julien Lécuyer. On regarde la une de La Voix du Nord. C'est la cohabitation entre seniors et étudiants. Oui, à la une de La Voix du Nord. Un autre moyen aussi de gérer l'isolement en ces temps de crise sanitaire. À deux pour se sentir moins seul, c'est votre titre. Merci Julien. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. À bientôt. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente